Aujourd'hui, je vais m'occuper du surmoi. Surmoi est une des trois instances de la deuxième topique, de la description de l'appareil psychique proposée par Freud à partir de 1922. Les trois instances de la deuxième topique sont le ça, le moi et le surmoi. Et ce mot surmoi, cette expression surmoi, apparaît pour la première fois en 1922. Bien que, attention, certaines de ces caractéristiques, les caractéristiques qui composent le surmoi, sont déjà présentes, sont déjà énoncées bien avant. Plus précisément, en 1914, dans l'écrit pour introduire le narcissisme, lorsque Freud parle de l'idéal du moi, qu'on verra bien comment il sera assimilé en 1922 dans le surmoi. Et on verra bien au fur et à mesure que je vais présenter et proposer les explications concernant le surmoi que le surmoi est beaucoup plus compliqué de ce que l'on pense habituellement lorsqu'on fait coïncider le surmoi avec l'autorité parentale, avec la loi. Je vais au début présenter les fonctions principales et certaines caractéristiques qui constituent le surmoi pour passer à la question de comment et quand se forme le surmoi, pour terminer avec certaines dynamiques qu'il y a entre cette instance et les autres instances, entre le surmoi, le ça et le moi. Commençons par les fonctions et caractéristiques du surmoi. Pour Freud, il y a trois fonctions principales du surmoi. La première, celle que Freud appelle l'auto-observation. Cela rentre dans ce que tout le monde peut, de manière intuitive, percevoir à longueur de journée. C'est ce regard que l'on porte envers soi-même. Alors Freud précise, on a cette capacité d'être conscient, de fixer l'attention sur un objet extérieur, l'apprécier ou ne pas l'apprécier, émettre des jugements de valeur. Et ce mouvement, on peut l'avoir aussi à l'intérieur. Et comment? Parce qu'on peut prendre son propre moi comme un objet. En le prenant comme un objet, on le traite comme les objets extérieurs. Le regard qui se pose sur le moi, sur soi-même. Et là, on peut également émettre des jugements de valeur, des critiques, des éloges. Ce regard intérieur, cette auto-observation correspond plus ou moins à ce que les philosophes appellent autoconscience. Il suffit de se rappeler, et l'autoconscience se constitue à partir de la relation avec l'autre. Lorsque la conscience prend soi-même comme un objet, comme si c'était un autre, et a la conscience de soi, l'autoconscience, en prenant soi-même comme un objet. Voyons maintenant la deuxième fonction qui est celle que on retrouve dans le langage commun, qui est la conscience morale. Donc, à partir de ce regard intérieur envers soi-même, de prendre le moi comme objet, et en formulant des jugements, eh bien, ces jugements seront pilotés en partie par cette conscience morale. Et c'est cette conscience morale qui se fait sentir le plus lorsque on fait quelque chose qui est contre une règle ou une loi établie dans une communauté, ou bien qui va contre un certain précepte qui se trouve dans cette instance, le surmoi. Alors, on comprend bien maintenant l'importance de la conscience morale comme fonction du surmoi, et c'est celle qui est la plus connue. Et Freud dit, attention, la conscience morale n'est pas égale chez tout le monde.
certains, elle est très forte, chez d'autres, elle est très faible. Et pour terminer, la troisième fonction, eh bien, c'est celle qui déjà apparaissait en 1914 dans l'écrit pour introduire le narcissisme, notamment l'idéal du moi. Et là, toujours avec ce regard intérieur envers soi-même, en prenant le moi comme objet, on va faire une comparaison avec un idéal, l'idéal du moi. Et lorsqu'on s'approche de cet idéal, il y a une sensation d'exaltation, et quand on s'éloigne, il y a un sentiment très particulier que nous verrons bien à la fin de cette vidéo. Mais il y a, à côté de ces trois fonctions principales, il y a deux caractéristiques que Freud ajoute. La première, c'est que le surmoi, la partie inconsciente du surmoi, avec une partie inconsciente du moi, participe à la réalisation, à la mise en place de défense pour empêcher à certaines représentations du ça d'accéder à la conscience, d'être perçu et d'obtenir une certaine satisfaction qui n'est pas admise par le surmoi. La deuxième caractéristique est que Freud attache une certaine importance, et le surmoi est le lieu où se dépose toute une série de traditions et de valeurs, que ce soit des valeurs ou traditions communes à une certaine communauté, ou bien qui font partie d'une lignée générationnelle. Et, souligne Freud, lorsqu'un parent croit de manière rationnelle de réaliser, de mettre en œuvre une éducation ad hoc pour son enfant, ben, nous dit Freud, en bonne partie, cette éducation est pilotée par le surmoi, par cette partie de préceptes, représentations qui ont été transmis de génération en génération et qui investissent l'éducation des fils, des propres enfants. Et là, Freud profite pour émettre une critique envers les conceptions matérialistes de l'histoire. Et Freud ne l'homme pas, mais on peut bien imaginer qu'il s'agit de Marx et de ceux qui se réclament de Marx, pour lequel, dit Freud, pour lesquelles conceptions, dit Freud, les idéologies se forment essentiellement à partir du résultat de la superstructure qui sont conditionnées par les conditions économiques existantes. Freud souligne qu'il doit bien y avoir une vérité dans cela, mais c'est une erreur de penser que toute forme d'idéologie se constitue à partir des superstructures conditionnées par l'économie, par l'aspect économique. Car il y a cette partie du surmoi où se dépose toute une série de représentations de traditions, de conceptions sur l'éducation, sur le vivre ensemble, qui ont un impact très important dans la constitution de certaines idéologies. Passons maintenant à comment se forme et quand se forme le surmoi. Le surmoi se forme à partir d'un mécanisme que Freud avait déjà à plusieurs reprises identifié et expliqué, qui est l'identification. C'est ce processus qui se met en place
régulièrement dans les relations, lorsqu'on entretient une relation avec les autres. Avec une personne avec laquelle on se sent bien et qu'on a de l'estime, eh bien on peut vouloir prendre une partie de cette personne en soi pour être comme cette personne. Eh bien, ce processus s'appelle identification. Le surmoi se constitue par identification. Mais certainement, tout au long d'une vie d'une personne, il y a des identifications qui auront un rôle beaucoup plus important dans la constitution du moi, et d'autres qui auront une importance beaucoup moins marquée. Bien, les identifications les plus importantes sont les identifications qu'on retrouve quand l'enfant est petit. Et il y a certaines identifications, on peut déjà comprendre les identifications importantes sont avec la mère et le père, mais il y a certaines identifications à une période particulière qui va de 4 à 6 ans, notamment pendant la période du complexe d'Édipe, où les identifications auront un rôle déterminant dans la constitution du surmoi. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ces identifications-là vont modifier une partie du moi qui va se détacher du moi et former le surmoi. C'est pour cette raison que Freud utilise l'expression surmoi, car dans cette expression, il y a le mot moi, surmoi, au-dessus du moi, mais qui se forme à partir du moi, qui se forme à partir des identifications avec les parents. Mais dans cette phase, qui est la phase du complexe Édipe, et tout particulièrement vont constituer le surmoi, donc une partie du moi va se détacher du moi pour former le surmoi, lorsque le complexe d'Édipe va disparaître. Cela est certainement plus évident et la peculiarité du complexe d'Édipe chez le petit garçon, c'est cela qui va amener le petit garçon à se détacher de la mère, à se séparer, à ne plus avoir certaines fantaisies envers la mère, et donc à refouler ses fantaisies. C'est la peur de la punition du père. Et cette image du père punisseur, eh bien, sera incorporée, va modifier une partie du moi qui va former le surmoi. Chez la petite fille, cela aussi se produit, mais d'une manière bien moins délimitée, moins forte. C'est pour ça que Freud dira, chez le petit garçon qui deviendra adulte, le surmoi est beaucoup plus fort, c'est un moi plus féroce que le surmoi de la petite fille. Mais il y a également les identifications avec la mère, et on verra bien comment cela agit dans les dynamiques entre le surmoi et le moi. Et donc, on comprend bien que le surmoi se constitue par identification et pendant la phase édipienne. Attention, les identifications continuent avec la mère et le père. Donc, continuent à 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans. Et ils vont constituer une partie importante du caractère du moi, donc vont modifier le moi. Non plus le surmoi, mais le moi. Et pour terminer, voyons les dynamiques qui s'instaurent entre surmoi, le ça, et surmoi et le moi. Bien, entre le surmoi et le moi, on l'a déjà vu, une partie inconsciente du surmoi participe avec une partie inconsciente du moi à ériger des défenses contre des pulsions, contre certaines représentations pulsionnelles qui veulent obtenir
une satisfaction à travers la perception, à travers le devenir conscient, eh bien, le surmoi va empêcher cela parce que ça va contre certains préceptes, certaines représentations, également inconscientes, du surmoi. Et il y a après toutes les dynamiques entre moi et surmoi, les tensions, les peurs et les plaisirs. Voilà, il y a trois aspects qui apparaissent dans ces dynamiques entre le moi et le surmoi. Faisons quelques exemples, car ici il y a toute une grande variation sur ce thème-là. Commençons par les peurs. Les peurs qui sont des angoisses. Les angoisses envers la conscience morale. Et c'est lorsque on a commis, par exemple, un acte illégal, eh bien, on a peur des conséquences, il y a l'angoisse des conséquences. Et là, Freud va spécifier trois types d'angoisse. L'angoisse la plus connue, c'est l'angoisse morale, mais il y a l'angoisse de mort. Et ces deux angoisses, Freud va les relier à une angoisse beaucoup plus ancienne, qui est l'angoisse de castration. Mais il y a l'angoisse d'une autre forme. Alors, ces angoisses-là, c'est l'angoisse de la punition, de la castration, c'est le père punisseur. Mais il y a également l'angoisse de perdre l'amour. L'amour de la mère. Donc, lorsque le moi accomplit un acte qui risque d'avoir comme conséquence la perte, bien là peut se déclencher cette angoisse qui se relie, qui est liée à l'angoisse de perdre l'amour. Ensuite, il y a ce qu'on pourrait dire les tensions qu'il y a entre le moi et une fonction du surmoi, et le moi et une autre fonction du surmoi. Soyons plus précis. Une tension qu'il y a entre le moi et la partie du surmoi qui est la conscience morale, cela génère un sens de culpabilité. Par exemple, on a déjà commis un acte condamnable et là on revient sur cet acte qu'on n'aurait pas dû faire. Il y a un sens de culpabilité très fort qui se met en place. Mais il y a également des sens de culpabilité qui sont inconscients, car il y a des actes qui échappent à la conscience, il y a des fantaisies qui apparaissent, qui sont directement refoulées, qui vont être directement jugées par le surmoi. Pour terminer, il y a la tension entre le moi et l'idéal du moi. Lorsque ce regard intérieur qui va faire la comparaison entre ce que je suis et ce que j'ai obtenu, ce que j'arrive à obtenir de cet idéal du moi que j'ai, la différence est tellement grande, l'écart est tellement grand que je me sens, voilà la tension qu'il y a entre les deux, je me sens inférieur. Cela génère un sentiment d'infériorité. C'est important de souligner comment Freud, ici, va reprendre cette question du sentiment d'infériorité, que l'on sait très bien avait été mis en avant par Alfred Adler comme colonne portante de toutes les explications autour
de la genèse des névroses, Freud ici souligne que en amont de ce sentiment d'infériorité, de cette tension, il y a on évoque cette peur de perdre l'amour. L'amour qui était au départ l'amour de la mère, mais voilà, qui peut être l'amour aussi des pères, des autres personnes qui nous entourent. Et pour terminer, on peut évoquer les moments de plaisir, de contentement, d'exaltation. Lorsqu'un chrétien accomplit un acte, une bonne œuvre, eh bien, il va être pris par une certaine joie. Celle-là, elle est donnée par la conscience morale. Prenons l'idéal du moi. Lorsqu'on arrive à accomplir, on arrive à atteindre un objectif très important, eh bien là, on va ressentir une sensation d'exaltation. Bien voilà, on a bien compris que le surmoi est bien plus que ce qu'on associe d'habitude avec l'autorité parentale et avec la loi. Eh bien, à la prochaine vidéo, au revoir.